Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je voudrais, pour commencer, vous remercier pour cette belle opportunité que vous nous donnez de parler de mon pays, le Togo, de sa vision, de ses ambitions. Et avant de répondre à cette première question, je voudrais remercier toutes les personnalités, tous les participants qui ont fait le déplacement de Lomé et qui sont tous présents ici dans cette salle. Je voudrais également vous féliciter pour l'organisation de cette belle rencontre. Et je voudrais, pour finir, saluer tous ces participants qui ont choisi de nous suivre en mode virtuel. Vous l'avez dit dans votre question, le Togo, c'est un pays réformateur. Parce que nous avons compris une chose dans notre pays, pour avancer, vite avancer, et pour créer plus de richesses et faire face aux besoins pressants de notre population, il faut opérer des réformes, mais des réformes audacieuses. Parce que nous avons compris qu'il faut créer un environnement attractif pour attirer les investisseurs qui doivent être là pour nous aider à créer cette richesse, à créer des emplois. Je voudrais rappeler deux éléments pour nous qui sont essentiels. Le premier, c'est que pendant les 10 dernières années qui ont précédé la survenance de la Covid-19, le Togo avait renoué avec la croissance, une croissance constante de 5,5% moyenne chaque année. Le deuxième élément, c'est que la pauvreté a baissé dans notre pays de 21,5%. Mais nous avons constaté, et vous le reconnaissez avec nous, qu'une croissance de 5,5% ne suffit pas pour répondre aux besoins des populations, des besoins qui deviennent de plus en plus croissants. Et donc, nous avons saisi l'opportunité des élections présidentielles de février 2020. Également, nous avons tenu compte du contexte sanitaire. Vous savez tous l'impact de cette crise sanitaire sur nos économies. Donc, nous avons tenu compte de cet élément. Et nous avons également pris en compte la fragilité de la situation sécuritaire de la sous-région pour nous doter d'une feuille de route pour réorienter nos ambitions. Et cette feuille de route gouvernementale dont vous parlez et qui est mise en place depuis déjà 1 an est orientée sur 3 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est l'inclusion, parce que nous avons compris qu'il faut faire plus d'inclusion pour créer une plus grande harmonie sociale et ceci nourrit la paix, la sécurité. Plus d'inclusion, plus de bâtiments scolaires, plus de centres de santé, plus de protection sociale. Nous avons également compris une chose, pour faire face à ces besoins pressants, il faut accélérer le rythme de création de richesses, d'où la détermination des forces de notre économie, notamment l'agriculture, qui doit passer forcément par l'agro-industrie, la transformation industrielle, créer plus de valeur par rapport à nos matières premières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient minières. Et donc, nous avons pris sur nous de densifier la création d'emplois dans notre pays pour pouvoir créer plus de richesses. Et le troisième axe pour nous, c'est la digitalisation, c'est la modernisation de l'économie, faire en sorte que nous puissions nous positionner comme des fournisseurs de services, le secteur privé par rapport à nous-mêmes pour pouvoir répondre à ces besoins de population. Donc voilà un peu les 3 axes stratégiques majeurs sur lesquels nous travaillons, mais il me revient de vous rappeler que ceci doit être appuyé sur des atouts de notre pays. Et je m'en vais rappeler ces atouts.
Le premier atout de notre pays, c'est que c'est un pays qui a une vision, qui sait où il va, avec un leadership affirmé du chef de l'État. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est, je l'ai dit tout tantôt, c'est la paix, la sécurité, sans lesquelles nous ne pouvons pas développer notre pays. Et pour nous, c'est une paix, une sécurité que nous avons mis du temps à construire et nous sommes jaloux de préserver cela. Le troisième atout, c'est la jeunesse de notre pays. Vous savez que, comme pour la plupart des pays africains, 70% de la population, c'est des jeunes qui ont des besoins, mais en même temps qui constituent une force pour nous. C'est une jeunesse dynamique, une jeunesse pétrie de talent, qui a l'esprit de l'innovation, et il faut s'appuyer sur cette jeunesse. Le quatrième atout, mesdames et messieurs, c'est le positionnement géostratégique de notre pays. Le Togo se trouve au cœur de l'Afrique de l'Ouest pour servir 450 millions d'habitants. Et c'est davantage d'avoir une ouverture sur la mer, avec une ouverture sécurisée sur la mer, mais qui constitue une porte d'entrée pour les pays de l'Interland et qui a eu à investir énormément sur le port, sur le réseau routier et sur la modernisation de notre aéroport, qui prédispose le Togo pour être un hub logistique et un hub financier avec la présence des banques internationales, des sièges des banques régionales dans notre pays. Et le cinquième atout, c'est que c'est un pays qui continue de se réformer. Nous n'avons pas peur d'opérer des réformes audacieuses et nous comptons les poursuivre pour rester un pays attractif pour vous, les investisseurs. Combien de temps vous vous donnez pour mener ces réformes? Quel horizon vous vous donnez? Parce que la feuille de route est très ambitieuse, là, quand même. Mais la feuille de route, c'est sur 5 ans, déjà. Mais pour nous, ce qui importe, c'est pas... Nous sommes un pays qui est à l'écoute des investisseurs, des partenaires, et chaque fois que la réforme s'impose, nous la faisons. Donc, nous faisons des réformes à très court terme, à moyen terme. Et je donne l'exemple de la création d'entreprises dans notre pays. Très peu de pays au monde où on peut créer son entreprise en moins de 24 heures, où tout est digitalisé. Il y a le raccordement à l'électricité. Nous avons beaucoup de réformes qui s'opèrent parce que nous restons constamment à l'écoute de l'investisseur. C'est en mode proactif, réactif par rapport exact, proactivité, réactivité. Jean-Paul? Madame le Premier ministre, vous évoquiez tout à l'heure l'industrialisation, la digitalisation, mais aussi la question d'énergie. D'importants projets d'envergure ont été réalisés par le Togo dans ces secteurs depuis plusieurs mois maintenant. Je veux citer par exemple la plateforme industrielle d'Adétikopé, ce hub économique qui ambitionne justement d'industrialiser le Togo et qui repose sur deux éléments logistiques clés, à savoir un port sec et un parking à camions. En termes de digitalisation, vous avez mis en place le Lomé Data Center, cette infrastructure d'hébergement de données sensibles. En énergie, on peut citer la centrale Kekeli, qui a augmenté de plus de la moitié la capacité de production énergétique dans notre pays, ou encore la centrale solaire de Blita, la plus importante dans la sous-région. Si on vous demandait, parmi tous ces projets, il y en a d'autres, mais si on vous demandait parmi tous ces projets, lequel, selon vous, est emblématique de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale en termes d'impact sur notre économie et sur nos populations, mais également en termes de structuration, parce qu'on le sait, tous ces projets ont été réalisés grâce au partenariat public-privé, une démarche qui vous tient particulièrement à cœur. Merci Jean-Paul. Je pense que les réponses à votre question se retrouvent dans votre propre question. Pour nous, au Togo, tous ces projets sont des projets structurants de grande envergure et ils sont tous stratégiques pour notre pays. Alors, quand nous avons fait le choix de ces projets, c'est des choix audacieux, mais nous sommes convaincus de leur impact sur l'économie togolaise. Nous sommes convaincus que c'est des projets qui peuvent tirer d'autres projets. Alors, quand je prends les deux centrales électriques,
Alors, les deux centrales, pour nous, l'élément qu'il faut noter, c'est que c'est tous deux des projets que nous avons mis en œuvre en pleine pandémie. Il y a très peu de pays au monde qui ont réussi à faire une telle prouesse. Des projets en pleine pandémie. Et il faut voir la vitesse avec laquelle les deux projets ont été mis en œuvre. C'est des projets à la fois thermiques et solaires. Mais ce que nous devons noter, c'est que c'était dans l'objectif qu'à terme, le Togo puisse réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi faire en sorte que les Togolais, dans leur grande majorité, aient accès à l'énergie, puisque nous situons dans une perspective de faire en sorte que au moins 80% des Togolais puissent avoir l'accès à l'énergie propre d'ici 2030. Quand nous prenons la data center, nous savons tous très bien qu'aujourd'hui, quand vous voulez inviter les investisseurs à s'installer, il faut leur donner la possibilité de stocker et de sécuriser leurs données. Data center, oui, donc c'est pour nous un projet stratégique qui permet d'offrir cette possibilité de sécuriser et des données pour le secteur privé. Quand nous prenons le parc industriel d'Aditikopi, le parc industriel d'Aditikopi, c'est un projet pour nous qui illustre très bien cette volonté de notre pays de se mettre dans la trajectoire de la transformation industrielle. Je l'ai dit tantôt, il faut que nos matières premières soient transformées dans notre pays pour créer des emplois dans notre pays au lieu d'exporter ces emplois-là. Et donc, le parc industriel d'Aditikopi, pour nous, la particularité, c'est que c'est un projet qui a été conçu, mis en œuvre en l'espace d'1 an. Et ça a été fait en pleine pandémie. Et la particularité de ce parc, c'est qu'il offre un guichet unique pour les opérations, pour tout le secteur privé, mais en même temps, c'est une continuité de notre port, parce que ça permet de désengorger le port et d'améliorer les opérations portuaires avec la mise en place d'un port sec. C'est pour vous dire en fait que tous ces projets-là sont non seulement stratégiques pour notre pays, il y en aura d'autres dans des secteurs de la transformation agricole, dans la sécurité maritime, dans l'économie maritime, dans la transformation de nos matières premières comme le phosphate, etc. Donc pour nous, c'est des projets tous assez stratégiques. Ce que nous recherchons, c'est des investisseurs crédibles, des investisseurs qui apportent de l'expertise, pas forcément des investissements, mais de l'expertise, donc de savoir-faire, et qui nous donnent l'assurance des résultats qui ont d'impact sur la vie des populations togolaises. Sur le principe de ce débat autour du secteur privé, il est clair que la place normalement du secteur privé dans le développement ici du Togo est importante. Quelle place vous l'accordez-vous dans votre feuille de route gouvernementale et comment vous accompagnez ces investisseurs privés? Déjà depuis la mise en place de notre plan national de développement en 2018, nous avons réservé la place au secteur privé parce que nous avons compris que nous ne pouvons pas réaliser nos ambitions sans le secteur privé. Et 70% des ressources à apporter devraient provenir du secteur privé. Donc déjà au niveau de notre PND. Et cela s'est confirmé avec notre feuille de route gouvernementale. Donc notre feuille de route gouvernementale, nous la construisons, nous la mettons en œuvre avec le secteur privé. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis en place dans notre pays un cadre de concertation secteur public, secteur privé, pour que le dialogue, on puisse créer des conditions de concertation, de dialogue, que nous puissions être toujours ouverts au secteur privé pour faire avec eux, avec le secteur privé, les réformes qu'il faut. Et le message que nous voulons envoyer au secteur privé, c'est un message de confiance dans la vision et dans notre capacité à délivrer. Et ça, c'est important de le préciser. Nous avons aussi quelque chose que nous pouvons noter, c'est qu'au nombre des réformes que nous mettons en place, je dois citer un certain nombre, c'est par exemple, nous avons retravaillé le code du travail pour qu'il soit
plus adaptés au secteur privé et nous avons été à l'écoute du secteur privé pour pouvoir retravailler ce code du travail. Nous avons aujourd'hui un ministère qui est dédié totalement à la promotion des investissements avec la mise en place de l'agence de promotion des investissements. C'est autant d'actions qui nous mettent à l'aise et qui nous disent que oui, le Togo est prêt pour attirer, pour accueillir le secteur privé, mais pour faire prospérer les opérations du secteur privé. Et ceci s'inscrit dans un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que le secteur privé, quand il arrive, il trouve son compte, mais aussi que l'action du secteur privé puisse produire des résultats tangibles et que ça puisse impacter la vie des populations togolaises. Alors, vas-y, après la réalisation de tous ces projets dont on vient de parler, est-ce que vous allez marquer une pause ou plutôt insister sur d'autres projets qui peuvent éventuellement intéresser les investisseurs qui nous écoutent? Comment voulez-vous qu'on marque une pause alors que les besoins des populations sont là, ils sont pressants, la démographie, elle est là, on a besoin d'être tout le temps, il a dit tout tantôt, il faut anticiper, il faut être créatif, il faut accélérer la production de richesse. Il faut accélérer le progrès. Nous venons d'un séminaire gouvernemental pour faire le point de la mise en route. Je vous assure que le message clé délivré par le chef de l'État à tous les ministres, c'est accélérons. Nous n'avons pas le droit de baisser les pas. Les résultats sont là. Nous avons commencé par voir des résultats, puisque je viens de partager avec vous les projets qui ont pu être réalisés en si peu de temps. Mais il y a d'autres projets qu'il faut mettre en œuvre. Que ce soit dans le domaine du social, il nous faut plus de logements sociaux, il faut plus de salles de classe pour les enfants, il faut des systèmes de santé et d'éducation robustes et de qualité. On ne peut même pas avoir de répit parce que les besoins sont là. L'agriculture, je parlais tantôt de l'agriculture, nous avons aujourd'hui d'énormes potentialités dans cette agriculture avec le soja bio, avec le coton pour faire de la transformation industrielle, pour faire le textile. Nous avons le karité. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup d'opportunités, à mon avis, qui peuvent être saisies. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des investisseurs de qualité qui sont capables de tirer vers le haut toute la chaîne parce que nous nous inscrivons dans une approche de chaîne de valeur. Ça, c'est votre message vis-à-vis des entreprises françaises et étrangères qui sont venues ici. C'est quoi? C'est investissez chez nous, on a mis en place le cadre. Oui. Ce serait quoi votre message principal si on avait à en définir un plus particulièrement à ceux qui sont venus à notre rencontre, à votre rencontre ici? Oui, alors le message, il est toujours simple. Nous sommes convaincus dans notre pays que le secteur privé est le plus grand pourvoyeur d'emplois. L'État n'a jamais créé d'emplois. Il peut en proposer, mais ce n'est pas l'État qui propose des emplois pour nos jeunes. Et donc, le secteur privé doit être pour nous le levier de cette croissance accélérée, inclusive que nous voulons. Et nous avons cette ambition d'être un pays moderne, d'être un pays stable, d'être un pays totalement inclusif où aucun Togolais n'est laissé de côté. Et pour cela, nous avons besoin de vous, le secteur privé, pour nous aider dans un partenariat gagnant-gagnant à relever ces défis-là, parce que nous sommes sûrs que le Togo dispose de tous les atouts qui peuvent vous aider à faire prospérer vos affaires. Ce que je peux aussi dire, c'est que le Togo étant un pays entrepreneur, connaissant la force des Nanambens de notre pays, connaissant aussi la force des jeunes entrepreneurs, pour nous, nous avons pris très tôt la mesure ou bien nous avons compris qu'il faut mettre en place des dispositifs pour accompagner les jeunes. Et aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de jeunes entrepreneurs, je vous assure, qui ont compris qu'il faut transformer des produits togolais. Ils vous proposent des produits, des épices, ils proposent de la tisane, plein de produits, des jus à base d'ananas, etc. Mais ce que ces jeunes recherchent aujourd'hui, parce qu'ils ont tellement émergé, c'est d'autres types de financement pour
pour qu'ils puissent capter l'attention des banques de la place ou de la région et aller vers des fonds d'investissement. Parce que l'État a déjà fait sa part, il faut que le secteur privé bancaire ou les fonds d'investissement prennent la relève. Et donc, ce que nous recherchons aujourd'hui ici, c'est que ces jeunes entrepreneurs qui représentent si bien notre pays avec tout son potentiel puissent être valorisés, reconnus à travers, pour possible, des partenariats compétitifs avec eux, mais aussi des partenariats qui leur permettent d'être encore plus présents dans la sous-région ou alors au niveau international. Merci Madame la Première ministre de ce premier éclairage sur le Togo. Restez avec nous. Je propose qu'on fasse venir pour éclairer et pour continuer à éclairer ces débats. Donc Lionel Zinzou, Patrice Anato et Franck Riester. Lionel, si tu veux. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, Madame la Ministre, malheureusement, Franck Riester ne peut pas être là physiquement. Et donc, il nous a enregistré un petit message et je propose qu'on l'écoute. Et comme ça, on pourra peut-être aussi en faire un petit commentaire. Donc, le ministre du Commerce extérieur français, Franck Riester. Peut-être. Madame la Première ministre, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes vifs regrets de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui à Lomé. Je suis actuellement à Genève où je représente la France à la 12e conférence ministérielle de l'OMC. Je tiens à remercier les autorités togolaises et en particulier Madame la ministre Kayi Mivedor Sambiani pour leur appui et leur forte implication dans l'organisation de ces rencontres africaines. Je sais les réels efforts déployés par le Togo pour faire de ce pays une terre d'accueil attractive pour les investissements étrangers. Je salue aussi la philosophie qui guide votre action. Miser sur un entrepreneuriat fort et dynamique pour accélérer le développement économique du pays est un choix gagnant. C'est ma conviction profonde. Aucun pays ne peut espérer décoller sans l'épanouissement d'un secteur privé actif et dynamique. C'est grâce aux entreprises et à l'entrepreneuriat que se créeront les infrastructures et les emplois de demain. La création de la plateforme industrielle d'AD Tikopé est emblématique de cette démarche. Elle permet au Togo d'affirmer son rôle central dans l'approvisionnement des pays de l'Interland avec son port, son organisation logistique et demain un axe routier à la hauteur des enjeux. Elle incarne également cette volonté forte de créer de la valeur ajoutée en transformant les produits locaux, notamment dans les filières du textile et de l'agroalimentaire. L'événement qui vous rassemble aujourd'hui se place dans la continuité directe du Forum économique Togo-Union européenne de juin 2019. Vous le savez, l'action de l'Union européenne sur le continent africain, et de la France en particulier, s'inscrivent dans une relation de long terme que nous sommes déterminés à approfondir encore davantage. Depuis maintenant 4 ans, sous l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron, nous œuvrons à réinventer et à renforcer notre relation avec le continent africain. J'en ai fait un axe clé de mon action. Depuis ma prise de fonction à l'été 2020, je me suis rendu dans 10 pays du continent. Chaque fois que cela a été possible, je me suis déplacé, accompagné de délégations d'entreprises qui représentent ce que la France peut offrir de meilleur, avec un objectif clair, soutenir nos entreprises, mais surtout renforcer nos liens économiques avec nos partenaires africains. Notre ambition, vous la connaissez. Nous voulons renouveler en profondeur le regard que nos deux continents portent l'un sur l'autre. Nous voulons faire émerger les formes futures de la relation qui lie notre pays au continent africain. Le sommet de Montpellier, le mois dernier, en a été une étape majeure. La relation économique en est un volet important. Ce partenariat renouvelé, nous souhaitons que les entreprises françaises puissent y participer pleinement. Elles y sont prêtes, je le sais. Je voudrais d'ailleurs m'adresser aux entreprises françaises qui ont fait le déplacement à Lomé pour leur transmettre et leur demander de transmettre un message clair: osez l'Afrique. Je sais que je plaide devant un public acquis, puisque vous êtes ici aujourd'hui. Je suis sincèrement persuadé
que nous avons tout à gagner à renforcer encore nos relations économiques avec le Togo, avec l'ensemble des pays du continent africain également. Le continent a des besoins de développement auxquels le savoir-faire industriel et technologique français est parmi les seuls au monde à pouvoir apporter des solutions qui soient à la fois sur mesure, durables, responsables, assises sur une expertise mondialement reconnue et tournées vers la création de valeurs locales. Les projets locaux que mènent nos entreprises sont un vecteur essentiel de transfert de technologie, de compétences et de savoir-faire. C'est pourquoi les pouvoirs publics français répondront toujours présents à vos côtés pour accompagner vos projets. Nous mobilisons toute la palette d'outils financiers, de prestations de conseil et de solutions d'accompagnement qui sont à notre disposition pour vous aider. Le réseau diplomatique, les services économiques, nos opérateurs, Business France, BPI France, l'Agence française de développement, Proparco, les conseillers du commerce extérieur de la France et toute la team France Export sont totalement mobilisés. Je me tourne maintenant vers les nombreux opérateurs économiques africains qui sont présents aujourd'hui. La France souhaite encourager l'émergence d'un tissu dense d'entreprises africaines dynamiques, tournées vers l'avenir, ancrées dans les territoires, à l'écoute des besoins et ouvertes sur le monde et les technologies. L'Europe et la France se mobilisent avec leurs partenaires africains pour relever le défi du financement, au travers de mécanismes de garantie et de fonds d'investissement dédiés par exemple. Avec le programme Choose Africa, c'est par exemple 3,5 milliards d'euros de financement français déployés pour accompagner près de 10 000 startups, TPE et PME qui sont africaines, et ce, d'ici 2022. Nous avons aussi besoin de renforcer les synergies entre nos communautés d'affaires. Il nous faut créer des ponts entre entreprises françaises et africaines, tisser des liens à hauteur d'homme, de chef d'entreprise à chef d'entreprise. L'avenir de notre relation se joue aussi dans notre capacité à favoriser l'émergence de liens plus étroits entre acteurs privés. Des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont une parfaite opportunité pour y parvenir. Et l'enjeu est de taille. Il s'agit de créer les conditions d'une croissance robuste et pérenne qui permettra d'offrir de véritables opportunités à la jeunesse de ce pays. Il s'agit aussi de favoriser le mouvement de croissance des économies africaines. Cette dynamique est appelée à prendre toujours plus d'ampleur, portée par l'intégration économique de la CEDEAO, portée aussi par la mise en place de la zone continentale de libre-échange. Pour le Togo, les secteurs d'opportunités sont bien identifiés. Je citerai, par exemple, et sans aucune exclusivité, l'agriculture avec le développement du bio, ou dans les services, les centres d'appel, large pourvoyeur d'emplois pour les jeunes diplômés. La France et ses entreprises sont également aux côtés du Togo pour accompagner la transition énergétique, en particulier dans le solaire, en zone rurale, pour démultiplier les usages du numérique, notamment en développant l'accès à Internet et des technologies biométriques. Le sujet du contrôle de qualité et de traçabilité est également un élément particulièrement sensible pour les entreprises africaines qui veulent travailler à l'exportation, je pense notamment vers l'Europe ou les États-Unis. C'est un axe d'intervention à privilégier. Je vous invite tous à regarder avec intérêt l'offre de biens et services qui vous est présentée ici par des entreprises motivées, déterminées à développer des relations d'affaires, mais aussi de partenariat avec la région et avec le Togo tout particulièrement. Chers amis, je crois en notre capacité à approfondir encore les liens qui nous unissent, à la volonté ferme des entreprises françaises de développer leurs activités en Afrique, au service de la prospérité de nos deux continents. Je crois à l'immense potentiel du continent pour développer son entrepreneuriat et son réseau d'entreprises. Je vous souhaite des échanges fructueux, qu'ils puissent déboucher rapidement sur des coopérations pour un bénéfice mutuel. Je vous remercie. Merci au ministre. Un message très inclusif. Franchement, vous aviez beaucoup de similitudes de langage en fait dans l'approche. On dirait qu'on s'est concerté. Hein. Non, mais je suis très contente de ce message très positif. Et ce que je note, c'est qu'il nous faut vraiment réfléchir à de nouvelles formes de partenariat totalement décomplexées. Je note cela. Et il faut une prospérité partagée, une prospérité autant pour les entreprises que pour le pays dans lequel on investit. Et ce que je voudrais aussi juste dire, peut-être pour finir, c'est que la réalisation de notre vision pour le Togo
dépend absolument d'un partenariat gagnant-gagnant. Il a dit, il est revenu plusieurs fois là-dessus, et c'est un partenariat gagnant-gagnant entre le secteur public et le secteur privé. Et je voudrais inviter le secteur privé dans son ensemble à saisir l'opportunité, mais surtout à jouer son rôle, parce que c'est une question de responsabilité face aux défis auxquels nous affrontons. Voilà ce que je voudrais dire pour... Merci beaucoup. J'ai bien noté aussi la création de valeurs locales qui lui tient à cœur. Lionel Zinzou, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, on a un attachement particulier ensemble avec Lionel, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on a un peu co-créé les rencontres africaines ensemble en 2016, quand tu étais, Lionel, le président de Africa France, en fait, et sur lequel on a porté cette manifestation sur les fonds baptismaux. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je ne sais pas qui ne connaît pas Lionel Zinzou, mais aussi ancien Premier ministre du Bénin, et puis créateur d'une banque d'affaires qui s'appelle Softbridge. Merci d'abord d'être présent ici. Alors, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur finalement ensemble par rapport notamment aussi à la situation, et notamment par rapport à ce qui peut se dire par rapport à cette situation post-Covid. On a en France, en Europe et ailleurs des montants considérables qui sont investis en post-Covid. Est-ce que c'est la même chose en Afrique, ou est-ce que le secteur privé n'a pas un petit peu plus souffert quand même ici en Afrique? Merci Marc, et d'abord Madame la Première ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre invitation, merci de l'invitation des autorités publiques du Togo. Pour répondre à la question de Marc, évidemment, l'Afrique n'a pas eu les moyens de mobilisation, de soutien en 2020 et jusqu'à maintenant en 2021 qu'ont eu les pays riches. C'est une évidence. Beaucoup de pays qui subissaient une récession de 6% comme l'Union européenne, de 8 et quelques pourcents comme la France, ont, en augmentation du déficit budgétaire, en augmentation de la dette, en augmentation de la création monétaire, eu les moyens d'indemniser le chômage partiel, de régler une partie ou de différer dans le temps une partie des coûts des entreprises. Et quand vous aviez une récession de 8% du PIB en France, vous aviez aussi une progression du soutien de l'État et donc un accroissement du déficit de 8%. On faisait ce qu'on appelle refermer l'output gap. L'output gap, c'est il nous manque 8% de la production. On le remplace par des aides massives, ce qui fait qu'on sort dans les pays riches de la récession avec une croissance verticale, c'est une reprise en V, bien que la pandémie soit loin d'être terrassée, qui crée même des tensions de prix, qui crée des tensions de pénurie physique, tellement le contraste entre moins 6% et plus 6% est quelque chose de sans précédent d'un point de vue historique. L'Afrique est dans une situation inverse. Elle n'a pas pu mobiliser autant de ressources de soutien des revenus des ménages et de la profitabilité, de la solvabilité des entreprises, mais elle a été beaucoup moins en récession que les pays riches. Et ici, vous êtes dans un pays qui n'est pas entré en récession. C'est le cas du mien à côté, le Bénin, c'est le cas du Ghana, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de l'ensemble de l'UMOA, de l'Union monétaire. Nous ne sommes pas rentrés en récession. Contrairement aux prévisions, en mai 2020, tout le monde pensait qu'on serait en récession. Or, on est en croissance. Et la reprise, qui du coup est un petit peu moins contrastée et forte qu'on ne l'observe dans les pays de l'OCDE, mais la reprise est vigoureuse. On est sur des projections pour terminer cette année d'une reprise déjà fortement engagée et en croissance encore en 2022, avec des chiffres qui nous ramènent aux chiffres que Madame la Première ministre évoquait avant Covid, c'est-à-dire en repartant sur des trajectoires entre 4,5 et 5,5% du PIB. Donc vous avez un rebond,
Vous n'avez pas eu de récession, et cela parce que on a, d'une certaine manière, infirmé toutes les prévisions en matière sanitaire. On a eu des réponses extrêmement rapides. Et d'ailleurs, le Togo, parmi les plus disciplinés, les plus rapides en termes sanitaires. D'où des prévalences de l'épidémie 10 fois inférieures à l'Europe. 10 fois inférieures à l'Europe. Et une rapidité qui tirait les leçons de la lenteur des premières réactions dans les pays les plus touchés, et notamment en Europe. De même que le Togo a, en matière d'aide, de soutien aux ménages, a fait le maximum qu'on peut faire en Afrique, d'une certaine manière, et est reconnu pour cela, et notamment a utilisé la monnaie digitale, a utilisé vigoureusement les moyens de microfinance et de transfert vers les ménages, en prenant appui sur le fait que le Togo est un pays en avance en matière de digitalisation des paiements. Donc, dans les marges qui étaient les nôtres, on a fait plus vite, plus discipliné, et on a pu quand même aider les entreprises. Mais de là à injecter 10% du PIB, on ne le pouvait pas. Le fait nouveau tout de même, c'est que l'Union africaine et l'Union européenne ont conçu une allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux qui ont été encaissés dans ce pays comme dans les autres, de mémoire le 23 août, qui ont dû apporter 120 milliards de francs CFA de soutien non remboursable, puisque c'est des droits, c'est quelque chose, c'est une aide en monnaie forte, et ça n'a pas un caractère remboursable, donc ça ne pèsera pas sur nos grands équilibres. Et est en cours de négociation de tripler cette somme avec des allocations volontaires. Il va y avoir une date importante, le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, sous présidence française de l'Union européenne. Donc il va y avoir une responsabilité française, et ça se prépare très très activement. Le 18 février, cette réunion entre les deux ensembles, dont, je le rappelle, c'est les deux ensembles, Union africaine, sous la présidence de Cyril Ramaphosa, et il faut bien le dire, avec une traction très forte du président Macron et de Mme Angela Merkel, qui en 2020 a permis cette allocation de DTS. Maintenant, si on est capable de tripler, pour le Togo, ça voudra dire 200 milliards de francs CFA de plus, c'est évidemment majeur, en cours de négociation, probablement bouclé quelque part autour d'avril 2021. Et là, on aurait transféré à l'Afrique tout de même de l'ordre de 3,5% du PIB. Donc ce n'est pas les 10% d'injection. Mais ce n'est pas négligeable quand même. Mais ce n'est pas du tout négligeable, surtout dans une rapporté zone sur laquelle il y a quand même à une récession faible dans le continent et nulle dans cette région du monde de l'UEMOA. Chose qu'on ne sait pas toujours. Jean-Paul ? Monsieur Zissou, bonjour. Je voudrais qu'on parle d'intégration économique africaine, notamment de la ZLECAf, qui est entrée en vigueur cette année. Pour certains entrepreneurs africains, y compris togolais, surtout des dirigeants de PME, PMI, cette initiative reste une arlésienne ou à tout le moins destinée aux grands groupes, aux multinationales. Comment les rassurer et comment ces entreprises peuvent-elles se positionner face à ce marché unique de services et de biens? Bon, alors, la zone continentale est une arlésienne. Je ne sais pas si ça parle à l'opinion togolaise, d'être une arlésienne. Donc, en fait, vous n'y croyez pas. Enfin, vous êtes dubitatif. Pas moi. On est sceptique. Oui. Alors, moi, je voudrais vous dire que le Togo, c'est la préfiguration de la zone continentale. Donc, si on n'y croit pas au Togo, là, c'est vraiment dommage, parce que c'est un pilote d'intégration. Dans quel sens? Mais écoutez, d'abord, nous avons des institutions qui existent et qui sont déjà régionales. La question, c'est comment je transforme un succès régional en un succès continental, parce que ça nous apportera des bénéfices. Vous êtes ici dans l'UEMOA. Vous avez donc des facilités considérables par le fait que vous avez la même monnaie que tous vos voisins, sauf un. Bon. Mais enfin, dans l'ensemble, vous avez une communauté monétaire.
vous avez, certes, toujours encore des droits de douane, mais malgré tout, vous avez énormément d'éléments d'intégration. L'UMOA, qui est un facteur assez important pour le Togo, parce que ça veut dire une stabilité monétaire, une prévisibilité. Je sais qu'il y a des voix, même togolaises, qui sont légèrement critiques de la stabilité monétaire. Mais vous avez la stabilité monétaire et vous avez l'absence d'inflation. Vous prenez, on est en dessous de 2% en longue période d'inflation dans ces zones. Et ceci est à l'intérieur de beaucoup plus grand, qui est la CEDEAO. CEDEAO qui a déjà fait un certain nombre de progrès, notamment sur les tarifs extérieurs. Vous me direz, le Nigeria est une singularité, c'est la plus grande économie de ce continent. Vous voyez, le PIB de mon pays, le Bénin, qui est assez proche de celui du Togo, c'est quand même grosso modo une semaine de production, une semaine de PIB nigérian. Donc évidemment, il y a un effet, dominant. Et il arrive que le Nigeria ait des réactions et des politiques protectionnistes. C'est vrai, on ne peut pas se le cacher, même à l'intérieur de la CEDEAO. Néanmoins, c'est quand même notre premier client en services et en marchandises et en produits agricoles. Donc, si vous voulez, tout n'est pas parfait, mais déjà, vous avez le tiers du poids économique du continent qui est dans une forme assez avancée de zone de libre-échange. La question, c'est comment on dialogue avec nos amis du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Angola, etc. C'est comment on en élargit les bénéfices. Et ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Oui, parce qu'il faut évidemment opérationnaliser ça. L'Europe, elle a commencé avec un marché intégré du charbon et de l'acier. Bon, et c'est pas en 1957, à la signature du traité de Rome, c'est en 1992 que s'est formé un marché unique sur l'ensemble. Quand je dis l'ensemble, pas encore sur les services qui ne sont pas complètement intégrés dans l'Union européenne, pas encore sur l'énergie, par exemple. Donc forcément, c'est une construction où vous devez changer des normes, etc. Mais cette construction a été anticipée et le Togo est quand même un pilote. Prenez le port. Le port est un port d'éclatement vers les autres pays maritimes et les pays de l'Interland par voie routière. 87% des conteneurs qui arrivent au port de Lomé sont redéployés vers les autres pays. Si vous voulez, si ça n'est pas le début de l'infrastructure d'une intégration des économies, qu'est-ce que c'est? Quand moi j'étais adolescent, je me baignais là où il y a le port, mais il n'y avait pas de port, il y avait une plage et il y avait 300 mètres. Vous n'étiez pas née, Madame la Première ministre, mais il y avait un quai en bois. Il y avait un quai en bois de 300 mètres, avec une grue au bout. C'était l'essentiel du port de Lomé. Aujourd'hui, vous êtes dans le club des 5 plus grands ports d'Afrique. Puis pas n'importe quelles économies. L'Égypte, deuxième économie, Port Saïd. Durban, troisième économie du continent. Et puis Tanger, qui est un succès considérable parce que c'est un port non seulement africain, mais européen. Il est à 7000 nautiques d'Algésiras. Et vous avez Lomé. Cherchez l'erreur. Est-ce que nous avons une économie avec des centaines de milliards de dollars de PIB? Non. Nous avons un ensemble. D'où l'importance du côté hub, effectivement, de l'ensemble. Mais c'est ça, les infrastructures. Vous ne pouvez pas avoir une zone de libre-échange si vous n'avez pas les autoroutes que sont la fibre, et ce pays est en avance, les routes tout court, sur lesquelles un programme d'infrastructure très important a été conduit, puis les routes maritimes qui sont absolument essentielles. Ce que j'adore... Je voulais juste confirmer ce que le Premier ministre vient de dire, en disant que pour nous, le port, c'est vraiment le départ de toute chose. Parce que avec un port, je l'ai dit tantôt, qui est non seulement performant, mais
où on met l'accent sur la sécurité. Le port de Lomé constitue le refuge pour la plupart des navires à destination des autres ports de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Aussi, c'est à partir du port de Lomé, on fait des transportements vis-à-vis des autres ports jusqu'en Afrique du Sud. C'est pour juste dire que, en fait, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a une réelle volonté de faire du Togo le hub logistique de l'Afrique de l'Ouest, mais en même temps, on n'a pas les idées sur les moyens pour faire des réformes, notamment dans le domaine du digital. Tout à l'heure, le Premier ministre parlait de fibres. Le Togo est l'un des pays où, par exemple, quand vous voulez mettre en place des infrastructures, vous êtes obligé de mettre la fibre optique. C'est parce que nous voulons être le pays le plus fibré de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des choses qui relèvent d'une volonté réelle de transformer le pays, de moderniser le pays et de faire jouer ce pays la place de hub logistique en Afrique. Voilà. C'est pour ça, M. Agbo, quand on parle de la zone continentale de libre-échange, on dit c'est trop ambitieux, c'est trop vaste, vouloir faire la plus grande zone de marché unique au monde. Bon, d'abord, c'est entériné, c'était un travail diplomatique considérable, mais il y a beaucoup d'opérationnalisation encore à réaliser. Mais si vous cherchez des pays pilotes qui montrent que c'est possible, mais ça suppose l'infrastructure, de créer les hubs. On aurait pu également prendre avec Askai le rôle de hub aérien. Pour que cette zone soit effective, il faut l'infrastructure de l'intégration. Et ici, franchement, vous êtes devant un pays qui représente cela. J'y ajouterai le côté hub financier. Vous avez ici les sièges de banques commerciales panafricaines majeures, Ecobank, Orabank, etc. Et vous avez les sièges d'institutions, la Banque de développement de l'UMOA. Encore une fois, là aussi, l'UMOA, c'est une maquette de la zone continentale, et la BIDC, qui, elle, est la Banque de développement de l'ensemble plus grand. On a réalisé au tiers l'expérience. Ce que j'adore avec Lionel, c'est que quand il parle, ça devient vraiment une évidence. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Merci. Non, mais juste, Marc, c'est très important qu'il y ait des conférences de ce type, parce que c'est très important que les gens sachent des choses qu'on ignore. Je veux dire, personne, à mon avis, qui n'est pas venu au Togo voir, n'a en tête que vous avez un port qui est dans le club, le quatrième d'Afrique. Les 80 mondiaux les plus importants. Et personne ne sait que 87% c'est de l'éclatement. Il faut le voir. Et il faut, je conseille une petite visite supplémentaire. On a eu l'honneur de conseiller le Togo chez Southbridge pour ça. C'est le parc industriel d'Adeti Kopé, qui est un investissement sans précédent pour rassembler tous les moyens, les fluides, l'énergie, etc., pour avoir une zone industrielle qui est le complément immédiat du port et le débouché immédiat des productions, notamment agricoles, notamment textiles, alimentaires, etc. Et le fait d'avoir l'outil industriel, ça aussi, ça va être nécessaire à la zone continentale. C'est vrai que je l'ai visité. Il fallait le prouver. Très impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que et sa taille et l'envergure que ça représente, c'est assez impressionnant. Patrice Anato, bonjour. Patrice, il est député élu aussi issu de La République En Marche, pardon. Binational. Alors c'est aussi une caractéristique, parce que je pense que, si je me rappelle bien, tu es né au Togo. Tu peux parler, c'est pas... Oui. Bon, je te remercie, Marc. Merci à Jean-Paul. Bonjour, Madame la Première ministre. Je suis très honoré, effectivement, de participer aux rencontres Africa, et qui plus est à Lomé, donc chez moi aussi. Eh ben oui. Alors, Lionel a parlé effectivement de l'aspect prise de fonction de l'Union européenne, de la France qui va prendre la présidence de l'Union européenne, avec une réunion africaine assez importante. On a entendu Franck Riester qui disait très clairement son attachement finalement dans la politique française. Quel commentaire ça t'évoque, Tom? Très clairement, on l'a toujours dit, il y a un destin commun
entre les deux continents, européens et africains. Qui plus est, la France et le Togo ont un attachement très fort qui se décline sur plusieurs secteurs d'activité et même sur le plan culturel. Et il est effectivement important de continuer à renforcer ce partenariat, un partenariat gagnant-gagnant, comme l'a souligné Madame la Première ministre, et ne pas oublier qu'à partir du mois de janvier, la France préside l'Union européenne, donc la présidence française de l'Union européenne, qui porte aussi un axe majeur du partenariat euro-africain. Ça a été effectivement une des annonces majeures du président de la République française, Emmanuel Macron, pour sa présidence qui débute bientôt. La priorité dans cette présidence sera bien entendu le renforcement des liens, le renforcement du partenariat euro-africain et aussi le développement de certains secteurs prioritaires qui sont tant essentiels à l'Europe qu'à l'Afrique. Je parlerai. Vas-y. Un des points, excuse-moi, mais effectivement, on est maintenant sur un timing qui est assez contraint. Je voulais absolument qu'on évoque quelque chose avec toi, qui est la place de la diaspora. Parce qu'en l'occurrence, tu es aussi président du Forum des diasporas africaines. Donc tu es un peu aux premières loges de ce sujet. Quel est l'engagement ou le rôle que peut avoir la diaspora togolaise ou africaine tout court dans l'entrepreneuriat ici en Afrique? Nous le savons tous déjà, l'Union africaine a désigné la diaspora africaine comme la 6e région de l'Afrique. Ce qui démontre effectivement le caractère essentiel de la diaspora africaine dans le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les transferts de fonds, on l'a dit à maintes reprises, des diasporas africaines vers les pays d'origine sont de beaucoup supérieurs à l'aide au développement et même aux investissements directs étrangers. Ce qui permet effectivement de s'appuyer sur cette diaspora comme un acteur clé de la croissance du continent à travers les transferts de compétences, à travers aussi les expériences acquises à l'étranger mises au service des pays d'origine et aussi beaucoup s'appuyer sur l'entrepreneuriat. Nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs dispositifs. Madame la Première ministre l'a souligné tout à l'heure, le Togo a fait les réformes nécessaires pour permettre la création d'entreprises en 24 heures et d'autres dispositifs qui permettent justement de pouvoir investir au Togo. Et cela est valable également pour d'autres pays comme le Bénin qui a été cité tout à l'heure par Lionel. Et je crois effectivement que s'appuyer également sur l'entrepreneuriat des diasporas apportera un atout supplémentaire à cette croissance. Lorsqu'une entreprise d'un membre de la diaspora s'installe au Togo ou dans un autre pays, on voit qu'il y a un investissement qui leur permet d'être une PME, contrairement à des initiatives qui peuvent être de la microfinance. Ils sont constitués en PME dès le départ et peuvent embaucher beaucoup plus, souvent on voit entre 5 et 20 emplois. Donc ils sont créateurs de valeur. Ils sont créateurs d'emplois. Et aussi l'achat des fournitures généralement de ces entreprises créées par des diasporas, l'achat des fournitures sont faits sur place, ce qui permet justement à la dynamique économique locale de fonctionner et bien entendu aussi en utilisant les chaînes de valeur locales. Donc je crois effectivement que par l'entrepreneuriat des diasporas, il y a un fort levier de la croissance africaine qui peut se dessiner là. Lionel, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Oui, il y a un adjectif que j'aurais aimé prononcer, que j'aurais aimé évoquer, et qui est l'adjectif rentable. Parce que je crois qu'on s'adresse à des chefs d'entreprise, et une des questions, ce n'est pas forcément de savoir quelle est la dynamique de croissance. Elle est importante parce que ça veut dire que la demande est là, la résilience est là, comme on l'a vu dans les pandémies, mais est-ce que les conditions de la rentabilité
sont assurés. Ça, c'est important parce que on doit surmonter certains obstacles particuliers, notamment, ça a commencé à être dit, la difficulté d'accès au crédit pour les entreprises. Alors, il y a toute une série de réformes en cours, Madame la Première ministre, sur les moyens d'augmenter les concours aux PME qui ont particulièrement, dans le secteur privé, une difficulté d'accéder au crédit. Enfin, la difficulté, c'est très simple, hein, c'est qu'il y a 90% des entreprises qui n'accèdent pas au crédit, ni pour le fonds de roulement, au jour le jour, ni a fortiori pour les investissements qui demandent du financement long. Alors, il y a toute une série de réflexions autour du développement d'instruments de l'État. Ça peut être des banques publiques d'investissement à la française, ça peut être un fonds souverain, ça peut être... Mais il va falloir qu'il y ait des instruments de capital, des instruments d'equity. Il va falloir qu'il y ait des fonds d'investissement. Il y en a déjà de petits. On va créer, par exemple, en 2022, un fonds de leasing de matériel industriel. Pour permettre aux entreprises de se doter de matériel. Mais oui, il faut les instruments de financement. Simplement, la justification de tous ces efforts-là, c'est que les entreprises, dans le contexte du Togo, ont un niveau de rentabilité tout à fait satisfaisant qui va justifier ces efforts en capital. Vous avez raison que c'est important pour les entrepreneurs de dire qu'on gagne de l'argent au Togo, et donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Merci pour cette première séquence, Madame la Première ministre. Vraiment, je pense que c'était des débats riches. Je voulais me permettre une petite parenthèse, parce que c'est vrai que vous êtes une femme Premier ministre, c'est quand même relativement rare en Afrique, et même dans le monde d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'important, je ne sais pas si c'est un message d'ailleurs à passer, de modernité, parce que votre gouvernement, je veux dire, les femmes sont très nombreuses aussi. Est-ce que c'est un message de modernité de l'État togolais? Oui, c'est un message de modernité. Ça relève de la vision du chef de l'État, parce que le président de la République croit à la capacité de la femme à transformer des petites choses en de grandes choses. Et j'ai donné l'exemple des Nana Benz, j'ai donné l'exemple des femmes à qui on donne peut-être 30 euros, 50 euros, mais elles transforment ça en des millions d'euros. Donc il y a ce dynamisme-là qui est reconnu et qui est valorisé. Et vous l'avez dit, nous avons dans notre pays des femmes qui occupent des postes stratégiques. Nous avons la ministre des Armées, c'est une femme. Le secrétaire général de la présidence, c'est une femme. Et au niveau de l'énergie, des mines, vraiment, des femmes occupent des postes importants. C'est parce que le chef de l'État croit en cette capacité de la femme à bien faire son travail. Et ce que je voudrais dire, et c'est le Premier ministre qui l'a dit, parce que j'ai le micro, c'est qu'il y a aussi cette agilité que le Togo a toujours démontrée. Cette agilité, on ne la trouve pas partout dans nos pays. Et nous voulons vraiment envoyer un message à tous, vous qui êtes ici, que investir au Togo, c'est vraiment l'assurance de trouver l'environnement favorable pour la réalisation de vos ambitions. Parce que nous avons envie de vous voir réussir, de voir prospérer vos entreprises. Et nous pensons que le Togo est la terre idéale pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, d'avoir accepté. Merci. Je vais pouvoir maintenant appeler sur la scène Jonas Daou, qui est le président de l'AGET, Grégory Clément, qui est directeur général de Proparco. Alors, Étienne Giraud, s'il nous rejoindra en digital dans quelques secondes. Laurent Tamignon, le président du CNP. Et Thierry Ferraud, qui est le président des conseils du commerce extérieur de la France et qui est aussi président d'une entreprise importante qui est Castel. Madame le Premier ministre, la question c'est quoi? Est-ce qu'il est possible de créer des licornes en Afrique? Et à quelles conditions? Ok. Bon, sinon, la réponse est assez simple. Oui, il est possible. Ou à tout le moins, il faut le souhaiter. Parce que
On comprend très bien que les licornes, comme vous les appelez, ont un effet structurant et stimulant sur l'écosystème dans lequel ils évoluent. Ça donne des exemples à la jeunesse, mais ça apporte aussi de la valeur ajoutée à l'ensemble du dispositif économique du pays. Donc la vraie question, c'est à quelles conditions. Et il me semble que pour y arriver, il faut absolument faire en sorte que les entrepreneurs locaux puissent participer aux projets les plus importants, et notamment dans les mines, les infrastructures, mais surtout dans les activités qui sont organisées sous forme de rente. Et je ne sais pas si on peut donner des exemples. Bien sûr. Alors, quand vous prenez le secteur de la téléphonie mobile, dès sa création, ou en tout cas dès son implémentation en Afrique il y a une vingtaine d'années, le secteur de la téléphonie mobile a été organisé de manière rentière dans nos États. Donc, quand au Nigeria, on permet à Mike Adenuga, par exemple, de disposer d'une licence, on lui offre potentiellement la possibilité de devenir, comment vous l'avez appelé? Une licorne. Licorne. Voilà, une licorne. Et c'est l'exemple qui me vient en tête, mais surtout l'importance stratégique que représentent les champions locaux en tant qu'élément structurant de l'écosystème, mais aussi en tant qu'ambassadeur de la dynamique entrepreneuriale d'un pays. C'est fondamental et c'est important pour l'ensemble des acteurs de pouvoir le créer. Et je vais finir sur un point. Il n'est pas sûr que tous les candidats au podium de licorne puissent y arriver. Mais les happy few qui y arrivent, finalement, apportent par leur créativité la nécessité de considérer cette approche comme fondamentale. Est-ce que ça veut dire, dans le message que tu viens de passer, qu'il y a aussi un acte fort de la part des pouvoirs publics pour aller contribuer à créer ces licornes, parce que là, des marchés publics, par exemple, comme par rapport au téléphone, c'est des licences données aussi par les États. Donc, est-ce qu'il y a une responsabilité étatique forte dans cette création d'entreprises à haute valeur ajoutée? Oui, absolument. S'il s'agit de vendre la cueillette de son champ dans son épicerie propre, oui, on peut le faire, mais à partir du moment où on parle d'entrepreneurs qui aient des impacts en enjeu national et régional, il est clair qu'on ne peut pas le faire seul. Il faut un environnement et un écosystème qui favorise cet aspect-là. Au-delà des licornes, Madame la Première ministre a évoqué la place qui est accordée au secteur privé togolais dans le déroulé de la feuille de route gouvernementale. En contrepartie, qu'est-ce que le secteur privé attend des pouvoirs publics? Je poserai la question autrement. En réalité, il faut d'abord clarifier ce que les pouvoirs publics veulent faire en termes de développement. C'est ça que Madame le Premier ministre a exposé dans la feuille de route. Et ensuite, il faut qu'on soit d'accord sur le rôle qui est attendu du secteur privé. Et à partir de ce moment, je ne dirais pas, la question ne serait pas ce que le secteur privé attend, mais plutôt l'environnement des affaires et l'écosystème qui permet aux entrepreneurs de pouvoir éclore. J'aimerais faire un parallèle. Quand vous prenez jusqu'avant
juste avant la pandémie, de 2010 à 2019. Et le PIB de l'Afrique subsaharienne a connu une croissance de près de 33%. C'est un énorme bond. Mais quand vous regardez à côté la baisse de la pauvreté, donc des populations vivant avec moins de $2 dans notre sous-région, dans l'Afrique subsaharienne, ça n'a baissé que de 5 points sur la même période. Cela signifie que la richesse telle que nous la créons n'est pas suffisamment endogénéisée pour favoriser l'inclusion. Alors que vous avez très bien vu que dans la priorité numéro 1 qui a été exposée par Madame le Premier ministre, c'est l'inclusion. Et c'est à juste titre. Je pense que c'est la compréhension des pouvoirs publics, mais aussi des autres acteurs, est assez claire que sans inclusion, sans la possibilité de permettre à toutes les populations de remonter, de créer une classe moyenne, de créer parfois même une classe riche, beaucoup plus élevée, on ne stimule pas suffisamment la consommation pour permettre aux entreprises de se développer. Et donc c'est vraiment un partenariat que tu attends finalement aussi vis-à-vis des autorités et que d'être plus finalement inclus dans toutes ces réflexions. Oui, absolument. Et ça repose sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est la fiscalité, parce que c'est la première arme de l'État. Donc, nous souhaitons pouvoir voir les axes stratégiques de la feuille de route, par exemple, être traduits dans le dispositif fiscal, de sorte à pouvoir profiter aux entreprises. Ensuite, les questions d'équité, de justice et de concurrence déloyale doivent être, elles sont connues, hein, mais doivent être mieux prises en compte. Les questions d'infrastructure, parce qu'il nous faut des infrastructures là, vous êtes quand même efficientes. pas mal servi. Comment? Vous êtes quand même plutôt bien servi ici par rapport à... Oui, mais les infrastructures, c'est pas pour s'en plaindre, c'est pour dire, vous avez demandé qu'est-ce qu'on veut. Donc, on en veut, on en a, on en veut plus. C'est tant mieux. Donc, il faut poursuivre la dynamique et elles doivent être constantes. Et je résumerai en ajoutant toutes les autres dynamiques économiques qui font que la mise en place d'une intelligence économique structurée, efficiente et durable est importante. Les plans, c'est très bon pour le court et le moyen terme, mais une intelligence économique bien structurée nous permet également de préparer le très long terme dans la construction de l'écosystème. Merci Jonas, tu pourras réintervenir si tu veux dans le débat. Bonjour Grégory Clément. Vous êtes directeur général de Proparco. Finalement, on a beaucoup parlé de vous, finalement, aujourd'hui, si c'est vrai. Alors, pas forcément de vous, Proparco. Alors, peut-être un petit mot sur Proparco, parce que ici, on vous connaît peut-être pas forcément. D'accord. Merci, Marc. D'abord, je voudrais dire que je suis ravi d'être ici parmi vous. Et donc, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être dans une conférence en présentiel. Et donc, pour dire quelques mots du secteur privé et de Proparco. Donc, rapidement, Proparco, c'est une filiale du groupe Agence française de développement qui est complètement dédiée au financement du secteur privé. Et donc, effectivement, j'ai bien compris que ce matin, le secteur privé était au cœur des débats. Alors, on parlait de licorne il y a 2 secondes, entre guillemets, en disant oui, possible. Alors, est-ce que le boulot de Proparco, c'est pas justement de créer ces licornes ou de créer les conditions pour que naissent ces licornes? Oui, alors tout le monde est à la recherche de la licorne. Et peut-être pour répondre aussi à la question qui était posée à monsieur, je pense que oui, il va y avoir des licornes africaines, tout simplement parce que l'Afrique, elle est dynamique, elle innove et qu'il y a de nouveaux modèles de croissance qui sont en train de naître sur le continent. Et ça, je pense que tout le monde n'en a peut-être pas complètement conscience. Mais pour moi, c'est évident qu'il y aura des licornes en Afrique. Donc ensuite, la question, c'est comment on les fait émerger, à quel rythme, est-ce qu'on peut avoir un impact sur l'accélération de la création de ce type d'entreprise, qui au-delà, en fait, du fait de cocher la case « je suis une licorne », a un impact sur un écosystème, sur une chaîne de valeur, crée de l'emploi, ça a des effets d'entraînement.
Et c'est ce qui est recherché. Donc nous, au niveau de Proparco, je ne sais pas si on est les mieux équipés pour dénicher ou contribuer à créer la première licorne ou les premières licornes. Mais en tous les cas, on veut agir à différents moments, sur différents secteurs, sur l'écosystème, sur l'infrastructure, sur le cadre des affaires avec notre maison mère, l'Agence française de développement, puis bien sûr dans l'accompagnement des jeunes entreprises. Alors, vous avez créé un programme qui s'appelle Choose Africa, c'est ça? Choose Africa, oui, tout à fait. Très riche, hein, ce programme. C'était avec combien de temps et combien d'argent qui a été dépensé? C'est un programme qui a été annoncé par le président Macron en 2019, en réalité qui porte sur la période 2018-2022, puisqu'il y avait déjà une première annonce qui avait été faite en faveur essentiellement d'instruments d'equity, donc de prise de participation. Je crois que Lionel Zinsou tout à l'heure a indiqué que c'était un sujet extrêmement important. Donc Choose Africa, c'est 2,5 milliards d'euros à déployer sur la période 2018-2022. C'est 1 milliard d'euros en equity, donc en prise de participation dans les entreprises, directement ou à travers des fonds d'investissement. Et on en a quelques-uns qui opèrent ici au Togo et bien entendu en Afrique de l'Ouest. Puis c'est également la capacité d'apporter des financements à moyen long terme pour le day-to-day, mais aussi pour les programmes de CAPEX, les plans d'investissement, pardon, et puis des instruments de garantie. Donc au total, 2,5 milliards d'euros. On est plutôt en avance de phase sur le déploiement et on a même ajouté un volet additionnel au moment de la pandémie et de la première crise. Et justement, est-ce que la pandémie a impacté la mise en œuvre de ce programme et est-ce que derrière il y a une politique de relance post-Covid? En réalité, on était déjà en avance de phase en 2020, au moment de la pandémie et des premières mesures de confinement dans différents pays. À ce moment-là, le gouvernement français, et d'ailleurs le Parlement français, a voté une enveloppe de garantie qu'elle a confiée au groupe Agence française de développement et à Proparco pour permettre aux banques locales, dans un certain nombre de pays, d'apporter de la liquidité en faveur des TPE, des PME et des startups. Donc c'est ce qui a été mis en œuvre avec des partenaires de Proparco. Donc cette enveloppe de 160 millions d'euros, elle a été utilisée essentiellement pour garantir ce type de prêt réalisé par les banques. Une autre partie de cette enveloppe a été utilisée directement par Proparco sur les secteurs les plus affectés, notamment je pense au secteur touristique, hôtelier, également au secteur des transports qui a été fragilisé durant la crise. Et puis enfin, on voulait être au plus près des populations et vraiment des micro-entrepreneurs. Donc on a utilisé une grande partie de cette enveloppe également auprès d'institutions de microfinance qui sont au plus près des populations. Simplement en un mot, puisque ça fait déjà 4 ans, donc on a la dernière année, 2022, est-ce qu'il y a déjà un pré-bilan que vous pourriez donner de votre action par rapport à Choose Africa? Ça a des résultats effectifs? Oui, on a des éléments de bilan qui sont plutôt bons à plusieurs niveaux. D'abord sur le déploiement et la capacité que nous avons eu de déployer ces financements. Encore une fois, des financements que nous avons réalisés seuls et des financements que nous réalisons à travers des partenaires locaux. Oui, c'est la caractéristique, voilà. C'est que vous n'agissez pas seul en fait. Exactement, et nous orientons également les chefs d'entreprise en fonction de leur stade de développement vers les meilleurs opérateurs, vers un réseau que nous avons entretenu depuis des années et des années maintenant, qui permet en fait d'apporter les meilleures solutions, du moins on l'espère, aux chefs d'entreprise. Donc, sur le déploiement, on sera au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on aura déployé au total 3,5 milliards d'euros d'ici fin 2022, d'accord, parce qu'on a, vous avez parlé des garanties, mais au total c'est 1 milliard d'euros, il y a un effet de levier additionnel, donc 3,5 milliards d'ici fin 2022, et au total en nombre d'entreprises, nous allons accompagner 26 000 entreprises. Ça paraît des chiffres complètement pharaoniques. Merci Grégory. Je ne sais pas s'il y aura un troisième programme. Et avant de demander son avis à Étienne Giros, alors, mais on aimerait bien qu'il y ait un troisième programme, parce que finalement, ça vaut une petite période de 5 ans avec 3 milliards d'euros supplémentaires. Je ne compte pas s'arrêter là. La Première ministre, mais ça peut avoir du sens.
Alors, Étienne Giros, le président du CIAN, président délégué du CIAN, devait être présent. Il était prévu qu'il soit présent le 5 octobre dernier. Malheureusement, effectivement, la pandémie est passée par là. On a dû reporter au 30 novembre. Mais il nous fait l'amitié d'être présent en direct, enfin, du moins, je l'espère. Si la technologie marche bien et qu'il est bien là en direct live de Paris. Ah, voilà Étienne. Bonjour Étienne. Ah, il n'y a pas de son, messieurs de la technique. Bonjour à tous. Ça y est. Bonjour, est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche parfaitement. Bon. Déjà, tout ça me paraît bien engagé. Bon, alors, Étienne, secteur privé, qui est le sujet du débat. Toi, à ton avis, quelle est la condition pour que le secteur privé se développe en Afrique? D'abord, je voudrais juste rapidement dire à la fois ma joie et ma frustration de ce moment-là. Ma joie de retrouver tous mes amis du Togo, même à distance. Je rappelle que Madame le Premier ministre a fait l'honneur au CIAN de participer à son forum le 1er juillet à Paris, que j'ai ici mon ami Jonas Daou, président de l'AGED, avec lequel le CIAN a signé une convention de partenariat. Et donc, franchement, je vous ai parlé de bonheur d'être avec vous, mais aussi de frustration, parce que je devais, comme l'a dit Marc, être avec vous, mais je ne peux malheureusement pas l'être à cause du changement de date, mais je tenais à être présent par écran interposé. Alors, sur la question du secteur privé, évidemment, Marc, je pense que tu ne seras pas surpris de ma réponse, qui est de dire oui, seules les entreprises peuvent opérer la relance, ou en tout cas le développement, puisque la relance, comme l'a expliqué Lionel Zinsou, elle est modérée, puisque finalement la crise a été très faible, voire même quelquefois insensible dans certains secteurs. En tout cas, seules les entreprises privées peuvent le faire. Elles peuvent le faire parce qu'elles sont agiles, parce que c'est elles qui créent les emplois, parce que c'est elles qui font fonctionner l'écosystème, parce que c'est elles qui se comportent aussi en acteurs et en opérateurs citoyens. Et donc, il faut compter sur elles pour relancer l'activité. Je voudrais simplement dire qu'il n'y a pas ici de dispute ou d'opposition entre l'action de l'État et l'action des entreprises privées. Je remarque d'ailleurs que Madame le Premier ministre a lourdement et très exactement insisté sur la nécessité de pousser le secteur privé, et je l'en remercie. Mais l'État ne crée pas, comme ça a été dit, des emplois directs. Pour créer ces emplois, il faut qu'il utilise des recettes fiscales qui proviennent de la création de richesses primaires effectuées par les entreprises. Donc, il y a un partenariat tout à fait productif entre l'emploi et les entreprises. Et enfin, j'ajoute un dernier point sur l'absolue nécessité que les entreprises participent au développement de l'économie, c'est qu'elles activent le progrès technique. Si on a dans la salle ou autour de nous qui ont fait des études économiques, vous vous souviendrez qu'on nous a toujours répété pendant des années de classe et des années de classe qu'un des moteurs de la croissance et du développement, c'était le progrès technique. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase dont peut-être on ne se rend pas compte de l'importance du progrès technique qui est en réalité le digital. Et ce sont en général les entreprises qui portent ces innovations et qui donc peuvent modifier la structure de l'économie et créer des emplois. Alors pour ça, une fois qu'on a dit ça, et je pense qu'il y a une unanimité dans la salle pour être d'accord sur ce point de vue, il faut quand même parler un petit peu des conditions. Et la première condition que je voulais exprimer est qu'on ne pourra créer des emplois et créer des entreprises, et notamment en Afrique, mais ça vaut partout dans le monde, mais notamment en Afrique et au Togo, que si la compétitivité de l'économie est au rendez-vous. La compétitivité de l'économie, ça veut dire que quand l'entreprise s'installe, quand un investissement est fait, les coûts de production locaux, qui incluent beaucoup de facteurs différents, les coûts de production doivent être compétitifs avec soit de l'importation. Si vous créez une usine pour fabriquer un produit et que ce même produit importé à Lomé par voie maritime est moins cher, mais vous ne créerez pas votre usine. Et qu'est-ce qui peut faire que le produit fabriqué à Lomé, par exemple, ou dans un pays d'Afrique, serait plus cher? C'est d'abord le contexte général des services aux alentours et les infrastructures. Quand vous n'avez pas d'électricité, vous devez vous-même
installer votre propre source d'électricité. Quand vous n'avez pas d'accès direct à votre usine, il faut que vous construisiez une route. Quand vous n'avez pas de logement pour vos ouvriers, vos employés, il faut que vous construisiez des locaux. Ça renchérit vos coûts de revient et vos prix de revient, et donc ça fait baisser votre compétitivité. Et puis, il y a un autre problème qui est très important dans le domaine de la compétitivité, c'est la formation. Je ne peux pas évoquer, mon cher Marc, toutes ces questions-là sans parler d'un sujet qui nous tient très très à cœur au CIAD, mais à toutes les entreprises privées également, c'est celui de la formation. Il faut trouver du personnel formé qui va être efficace et qui va avoir une production et une productivité utile pour apporter de la compétitivité. Et ça se passe dans un secteur bien précis, ou plutôt dans une classification de formation bien précise, qui est le secteur Bac-3, Bac+3. Les ingénieurs, les personnes qui ont fait Bac+6, Bac+7, les polytechniciens, on en trouve. Les gens savent lire et écrire. En revanche, les techniciens, les agents de maîtrise, on n'en trouve pas beaucoup, et ça manque beaucoup pour l'installation des entreprises. Donc, tout l'effort, un effort important doit être mis sur la formation. Et puis, le dernier point quand même, et ça je ne vais pas insister, je le cite pour mémoire simplement, il faut un climat des affaires positif. Il faut que, mais ça a été déjà cité, qu'on puisse créer une entreprise rapidement, qu'il n'y ait pas trop de paperasserie et de difficultés administratives, qu'il n'y ait pas de harcèlement fiscal. C'est très important pour que l'entreprise puisse devenir compétitive. Donc ça, c'est le point que je voulais souligner. Je voudrais en signaler un deuxième, avec ta permission, Marc, qui est que si on veut que les entreprises, et elles doivent le faire, et elles seules peuvent le faire, investissent en Afrique, que ce soit des opérateurs locaux ou des opérateurs étrangers, parce que là, je voudrais dire qu'au fond, la propriété du capital est presque un peu secondaire. Ce qui est important, c'est que les unités de production, que ce soit de services ou en biens, soient créées sur place. Et donc, pour cela, il faut réduire le ressenti de risque que ressentent quelquefois les entrepreneurs. Un entrepreneur, il est prêt à prendre son risque de capitaliste. Il met son argent, il s'endette pour cela, il a un projet et il le développe. Si ça marche bien, si les conditions sont remplies et s'il est doué, il va réussir. S'il s'est trompé, il va peut-être avoir des difficultés, voire faire faillite. Ça, c'est le jeu du secteur privé et du capitalisme. Et donc ça, il va le faire. Par contre, il faut que l'environnement général de risque, il faut qu'il soit rassuré là-dessus. Il faut qu'il soit rassuré sur le risque sécuritaire. C'est un pays paisible. Ça veut dire qu'il y a un peu l'impression, et que l'impression est aussi importante finalement. C'est un ressenti. C'est un ressenti. Des critères qui sont objectifs, c'est parfois aussi des critères qui peuvent être de communication d'ailleurs. Et oui, alors par exemple le risque des impayés, le risque de la santé. Et moi, notre thèse, Océane, c'est de dire que l'Afrique n'est pas du tout un continent plus risqué que les autres. Et je vous conjure tous de deux choses. Un, investissez en Afrique, parce que c'est le continent de demain. Et deuxièmement, tous les participants à ce colloque, mon cher Marc, soyez les avocats d'une vision positive de l'Afrique. C'est ça qui contribue à réduire le risque. Quand un investisseur dit « on ne m'a pas parlé, j'ai eu un exemple négatif dans un pays, il y a eu un impayé, il y a eu une difficulté, il ne va pas venir ». Alors aidez-nous à donner une image positive de l'Afrique. C'est une responsabilité. Une responsabilité collective finalement pour passer à un message. Et puis, pour ne pas être trop long, Marc, un troisième point, et ce sera le dernier, je te rassure, que je voulais mettre en avant, est celui de la nécessité de faciliter les financements pour les entreprises. Ça a été évoqué par Lionel Zinsou et les autres, et par notre ami Grégory Clémente, mais c'est très important que les entreprises puissent trouver des financements. Alors c'est possible dans le monde, il y a de l'argent en Afrique. Simplement, les deux caractéristiques qui sont difficiles et qu'il faut surmonter, c'est que cet argent est très cher, et deuxièmement, il y a souvent besoin des garanties. Alors Grégory a apporté un certain nombre de pistes qui sont des fonds d'investissement qui peuvent participer au capital des sociétés qui sont créées, donc à l'equity, très important à pousser et à favoriser. Et deuxièmement, des garanties qui peuvent baisser un petit peu le taux d'intérêt et rendre possible les financements. J'ajoute quand même une petite piste qui nous est chère et sur laquelle nous devrions réfléchir, c'est que quelques projets, pas tous, mais quelques projets ont besoin de fonds d'amorçage. Il y a besoin d'un petit coup de pouce pour rendre un projet viable. Et là, l'aide publique au développement, les gouvernements, avec leurs fonds publics, devraient pouvoir avoir l'autorisation de délivrer des subventions à quelques projets qui en ont besoin. Pas tous, il y a des projets qui n'ont pas besoin de subventions. Mais il y a des projets qui ont besoin de 20 à 30% du montant d'investissement qui donne lieu à une subvention.
Et sans cela, il ne voit pas le jour. Ça n'est pas d'augmenter le profit du capitaliste, c'est de rendre le projet viable. Tu veux dire que l'aide publique doit être fléchée finalement, ou que l'aide au développement doit être fléchée aussi vers le secteur privé? Aussi, et un peu plus qu'elle ne l'est maintenant, ce qui n'est pas très difficile, puisqu'aujourd'hui, elle ne l'est quasiment pas en direct. Elle l'est d'une manière indirecte par les gouvernements ou les programmes, elle ne l'est pas en direct sur les entreprises. Merci, Étienne. Alors, et pour conclure, je voudrais quand même dire, si tu permets, juste un mot pour dire que tout ça, ça doit se faire en partenariat. Non, ça doit se faire en partenariat entre les entreprises africaines et les entreprises européennes. Bon, c'est bien. Partenariat, c'est vraiment le symbole de notre manifestation aujourd'hui. Merci, Étienne. Laurent Tamignon, bonjour. Bonjour, Président. Jean-Paul, peut-être nous présenter le Président Tamignon. Alors, Laurent Tamignon, Attends, si tu prends un micro, c'est mieux. Alors, Laurent Tamignon est le président du Conseil national du patronat du Togo. Il est également lui-même multi-entrepreneur. Justement, à propos d'entreprise, les statistiques, mois après mois, année après année, établissent une chose: beaucoup de Togolais créent des entreprises, innovent, créent de la valeur. Vous qui les rencontrez au titre de président du patronat, au titre d'entrepreneur, est-ce que vous diriez qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs togolais? Merci, Président. C'est la résilience du Covid, vous savez, c'est comme ça. Alors, pour les entreprises. On peut la créer en 24 heures. Nous avions également une amélioration constante du climat des affaires. Nous avions, comme je l'ai cité tout à l'heure, la signature du pacte des petites et moyennes entreprises. Nous avions également la promotion dans la compétitivité de ces petites et moyennes entreprises. Et donc, le gouvernement est au rendez-vous pour donner cette force, cette facilité aux entreprises de pouvoir exercer. Et évidemment, ce serait trop beau si ça ne s'arrêtait qu'à cela. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises connaissent également des difficultés et ce sont l'éternel, c'est plutôt l'éternel problème de financement. Nous ne cesserons pas de le répéter parce que nous le vivons tous les jours. Tout à l'heure, on nous a dit que le monsieur Zissou nous disait que Lomé était la capitale des banques. Et oui, il est inconcevable que les entreprises togolaises ne puissent pas avoir le financement dont ils ont besoin pour leurs affaires. Et en ce sens, nous reconnaissons les efforts que les banques font, certes,
parce que les prédécesseurs ont créé une certaine situation qui ont rendu les banques frileuses, parce qu'ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas honorés. Et aujourd'hui, c'est plutôt plus difficile aux entreprises de pouvoir accéder au financement. Est-ce que le problème n'est pas aussi que les entreprises togolaises sont un peu trop petites et qu'il faut les faire grandir, ou il faut qu'il y ait des alliances? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Enfin, je sais bien qu'il n'y a pas de potion magique, ça vous l'auriez déjà fait. Mais bien sûr, surtout que nous avions connu une période difficile à travers la Covid, et où les entreprises avaient été complètement... Il y a un bruit bizarre. Est-ce que ça tient au micro ou est-ce que ça tient... Non, ça y est, c'est parti. Oui, où les entreprises ont connu beaucoup de... Les entreprises ont connu beaucoup de difficultés et ils avaient besoin forcément de renouveler leur force. Donc aujourd'hui, indépendamment de cette situation, mais toute entreprise a besoin de grandir. Quand vous créez l'entreprise, à un moment donné, il faut grandir, il faut faire bien de choses, mais comment le faire si justement on n'a pas les moyens? La notion de fonds d'investissement dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui évoque quelque chose en vous. Est-ce qu'il faut créer plus de fonds d'investissement ici au Togo? Est-ce qu'il n'y a pas assez de véhicules financiers? Parce que s'il y a des banques, normalement, il devrait y en avoir. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux ou pas du tout? La création de fonds d'investissement pour soutenir les entreprises togolaises? Absolument, absolument. C'est une nécessité. Et d'ailleurs, le patronat est en train d'œuvrer en ce sens et voir dans quelle mesure, dans les plus brefs délais, on pourrait mettre en place justement ces fonds d'investissement. Il faut dire qu'au-delà de cela, compte tenu de la recrudescence de ce problème, le patronat a pris de nouer des partenariats avec certains fonds de garantie, notamment le FSA, le Fonds de solidarité africain, avec qui nous avions noué des partenariats et qui ont mis aujourd'hui à la disposition du patronat 50 milliards que nous pouvons mettre à disposition dans les banques pour faciliter aux PME-PMI de pouvoir avoir des financements. Le fonds de garantie. Important. Merci, Président, de nous avoir brossé ce tableau de l'entreprise togolaise. Thierry Ferraud, bonjour. Bonjour. Thierry, vous êtes président des conseillers du commerce extérieur de la France, ici au Togo. Vous allez me dire quand même ce que c'est. Vous êtes aussi président de Castel Bébé Lomé, qui est une grosse entreprise ici. Hein. Vous allez me dire aussi ce que ça représente. Alors, c'est quoi les conseillers du commerce extérieur de la France? Alors, on dit les CCEF, les conseillers du commerce extérieur français. C'est une association dont il y a 4500 chefs d'entreprise dans le monde, répartis dans à peu près 120 pays, qui existent depuis 140 pays, qui existent depuis 120 ans. La première vocation du CCEF, c'est de promouvoir l'attractivité de la France dans les pays où nous sommes présents. Ici au Togo, c'est à peu près 14 personnes, chefs d'entreprise. C'est la section togolaise, dont je suis le président, effectivement. Alors, vous êtes président aussi d'une entreprise extrêmement importante dans un secteur clé, phare de l'économie togolaise, qui est l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est un secteur sur lequel il y a encore beaucoup de potentialités. Est-ce que c'est, à votre avis, le secteur fer de lance de l'économie togolaise? Comment vous voyez ça? Alors, effectivement, je suis peut-être pas trop dans l'agroalimentaire, un peu moins dans l'agriculture, et on pourra en parler tout à l'heure. Fer de lance, oui, parce que nous sommes quasiment les plus gros payeurs en fiscalité sur le Togo. Et puis l'avenir de l'agroalimentaire sur le Togo, il ne faut pas le voir uniquement sur le Togo, mais il faut le voir au niveau régional. On en a parlé tout à l'heure à plusieurs reprises, parmi les intervenants. On a parlé beaucoup de hubs routiers, maritimes, hubs financiers, ainsi de suite. Mais je parlerai aussi à qui est destiné ce hub. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est à peu près entre 120 et 150 millions de consommateurs qui entourent le Togo. Et ça, c'est important d'avoir cette vision
que le hub peut alimenter autant de millions de personnes, de consommateurs. Un potentiel extraordinaire, donc un futur plutôt propice sur de la croissance rentable dans les années à venir. Donc pour vous, le Togo est un marché en tant que tel, mais ce n'est pas le marché togolais qu'il faut viser si on s'implante ici et qu'on est une entreprise française, c'est la sous-région, quoi. Alors, je ne pourrais pas dire qu'il ne faut pas viser le Togo, parce que nous sommes là en train de promouvoir le Togo. C'est une place qui est, et je ne vais pas revenir sur les bienfaits du Togo pour accueillir les investisseurs. Toutefois, je pense qu'une société qui s'installe aujourd'hui doit avoir aussi dans son développement la région entière, de façon à ne pas se restreindre qu'au Togo. Un savoir-faire, une innovation peut aussi apporter une consommation dans les pays voisins, et c'est en consommateurs direct, c'est environ entre 120 et 150 millions de consommateurs disponibles pour demain. Alors, on a parlé de beaucoup de choses par rapport au développement des entreprises, mais vous, entreprise française, si vous aviez alors, soit un message à donner aux autres entreprises françaises qui sont ici et que vous allez pour beaucoup rencontrer, soit, j'allais dire, en suggestion, entre guillemets, ou pour bien comprendre la chose, c'est quoi la caractéristique ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de place pour des entreprises françaises qui s'implantent, qui peuvent s'implanter ici? Alors de la place, oui, il y en a. Madame la Première ministre l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez venir. Il y a énormément de secteurs porteurs, énormément de secteurs qui ne sont pas développés aujourd'hui, aussi bien au Togo que dans la région. Je dirais que je ne parlerai même plus de croissance si une personne veut s'installer, une entreprise privée veut s'installer, parce que la croissance, elle est là. Elle est captée, je dirais plutôt, cherchant de la croissance rentable. Monsieur Lionel Zazoun en a parlé, de la rentabilité, et c'est important qu'on ait ça en tête, du volume rentable, de la croissance rentable. Il y a des choses à faire, à ne pas faire, donc je dirais d'abord du bon sens, ça c'est la première chose à faire, si on veut s'installer au Togo, puis après il y a une batterie de bon sens à développer, je ne vais pas redire ce qui a été dit aujourd'hui, mais je dirais déjà avec beaucoup d'humilité, s'installer avec du bon sens, beaucoup d'écoute et de communication. Je pense que c'est assez facile de venir s'installer au Togo. Savoir s'adapter. Tout à fait. L'adaptation, ça a été dit au mot de la fin de son Excellence, la Première ministre. Et c'est un pays qui s'adapte, mais aussi l'entrepreneur doit pouvoir s'adapter aux conditions environnementales qui changent quasiment toutes les semaines, parce qu'on a des conditions sanitaires, économiques qui sont extrêmement changeantes. L'entreprise doit pouvoir s'adapter, le gouvernement doit pouvoir s'adapter, et la région doit pouvoir s'adapter, et ainsi que l'ensemble des parties prenantes. On en a évoqué aujourd'hui, on parle beaucoup des gouvernements ou du gouvernement, mais aussi de la partie des banques, de la partie aussi logistique, qui est importante d'avoir une adaptation quotidienne à notre changement environnemental. Merci, merci Thierry, merci mille fois. Merci beaucoup et merci à tous d'être là. Excellence, Madame le Premier ministre. Donc, effectivement, je pense que depuis le début des débats, il faut retenir quelques mots-clés. Le secteur privé pour le Togo, c'est un levier de croissance. Le pays a une vision claire, avec, je dirais, une trajectoire clairement définie au niveau de la feuille de route gouvernementale, qui a été, je dirais, un accélérateur suite à la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, avec un axe phare qui est une croissance, mais une croissance inclusive, pour que la croissance soit partagée et qu'elle ait un impact sur les populations. Donc dans ce cadre, le secteur privé, comme je le disais, un partenaire stratégique. Dans la feuille de route gouvernementale, le secteur privé est sollicité à hauteur de 50%. Nous souhaitons avoir des partenariats gagnant-gagnant, avoir un transfert d'expertise avec les opérateurs nationaux qui ont une connaissance du marché. Donc pour nous, c'est ce partenariat, je dirais ce joint venture entre les entreprises européennes et les entreprises nationales qui vont nous permettre de créer de la croissance et de la croissance qui sera pérenne, la croissance qui sera inclusive. Donc, partenariat. Du partenariat. Je pense que c'est on a mis ce forum sous la thématique le secteur privé, la relance post-Covid, le secteur privé, et repose-t-elle sur le secteur privé? Je pense que les débats depuis le début le traduisent clairement. On a les institutions de développement, notamment Proparco, qui est le levier
secteur privé de l'AFD qui est là, mais il y a d'autres structures. Il y a l'État qui est là, qui joue sa partition, qui crée le cadre, mais je pense que le secteur privé également doit accompagner cette partition pour que, comme on dit souvent, que la mayonnaise prenne. Et je pense qu'on est sur la bonne lignée. Si je peux me permettre, Madame la ministre, j'ai bien aimé ce qu'a dit la Première ministre tout à l'heure par rapport à l'aspect adaptatif de la stratégie du Togo et l'aspect proactif. Je crois que c'est assez rare, en fait, d'avoir une réactivité voulue comme ça. Donc moi, je voulais saluer au milieu, parce que pour moi, c'est aussi un élément fort du débat, c'est que voilà, tout n'est pas figé. On est capable de faire évaluer le contexte. Donc ça, je pense que c'est important.